Wakanda Forever vient de clôturer cette phase 4 de Marvel, et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle fut très inégale. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo bilan de la phase 4 du MCU. Black Panther Wakanda Forever est sorti en fin d'année 2022, et avec ce film, toute la phase 4 de Marvel vient de prendre sa conclusion. Le prochain titre Marvel est Ant-Man et la guêpe Quantumania, qui sonnera le départ de la phase 5. Le moment est donc venu de revenir sur chaque production de cette phase 4 et d'en tirer un bilan global. Je vais donc revenir sur toutes les séries et films dans l'ordre chronologique de leur sortie, et à chaque fin d'analyse, je les placerai dans ce petit tableau tier list des familles pour vous exposer mon avis global sur cette phase. Disclaimer évident mais nécessaire, il s'agit d'un bilan subjectif qui n'engage que moi, mes attentes et ma sensibilité. Je n'ai pas la vérité absolue, je partage simplement mon avis parmi tant d'autres. Et évidemment, je vais devoir spoiler toutes les productions de cette phase 4. Vous voilà prévenus, sur ce c'est parti, commençons. Et c'est après 2 ans de pause que WandaVision apparaît comme la première série TV du MCU canonique. Et pas des moindres, car on commence avec une des séries les plus atypiques de Marvel, filmée et réalisée comme une sitcom qui va traverser les âges de la télévision pour nous raconter la dépression de Wanda après les événements de Endgame. J'ai personnellement beaucoup apprécié cette série. Elle a proposé quelque chose d'innovant pour du Marvel et pour le genre du super-héros, et surtout, c'est une proposition pertinente pour le personnage de Wanda. Et ça, c'est le plus important, n'est-ce pas, Thor ? Tout le long de la série, on se pose des questions, on théorise, on recolle les morceaux, etc. On suit aussi toute la psyché de Wanda et son évolution, en plus de proposer, comme je l'ai dit, une direction artistique vraiment nouvelle. Quelques ombres au tableau cependant, comme le dernier tiers qui retombe dans ce travers marvelesque, avec un antagoniste pas forcément des plus intéressants et un dernier acte très prévisible et sans réels enjeux. Le fait que le combat final de sorcière est des plus ennuyants avec juste des boules de feu et des kamehameha sans intérêt, alors qu'on aurait pu aller beaucoup plus loin dans le délire. La blague de bonheur aussi qui fait plus rager qu'autre chose, mais ça s'arrête là. Je retiens aussi le super costume de Wanda qui sera repris dans Doctor Strange 2, qui, en plus d'être magnifique, est une excellente adaptation moderne du costume original des comics. Et on a une des fins les plus intrigantes qui donne envie de voir la suite. Bref, Wanda, malgré quelques écueils, c'est entièrement validé, c'est pourquoi je le place dans le très bon. Hello girl, kick your ass. Falcon and the Winter Soldier, seconde série du MCU, et cette fois-ci, on passe sur un thriller politique d'action dans la veine d'un Captain America 2. On va suivre Sam et Bucky, alias Falcon et Winter Soldier, qui vont devoir faire honneur et poursuivre l'héritage de Captain America. Je suis globalement mitigé sur cette série. La réalisation est plutôt quelconque, le scénario est intéressant mais pas assez focalisé sur l'héritage du Captain America. Et les méchants, eux, sont catastrophiques. Ils ont zéro charisme et leur but est plus que questionnable, mais la série se rattrape avec d'excellents personnages. Je pense notamment à US Agent et au Baron Zemo qui sont clairement les MVP de la série. Et ils apportent un propos et des thématiques très intéressantes, en plus d'être extrêmement charismatiques tous les deux. Bref, j'ai hâte de les retrouver pour la suite. Bucky et Sam ont de très bons développements et Sam a de très bonnes scènes d'action avec ses ailes. Juste dommage que le costume final de Falcon America soit un peu trop textile à mon goût, j'aurais préféré une tenue qui fasse plus combat que costume. Et Bucky a une excellente rédemption, bref les personnages rattrapent un show des plus bancals selon moi, c'est donc un pas mal pour Falcon and the Winter Soldier. On enchaîne avec sans doute la série MCU la plus appréciée, Loki. Et on ne va pas y aller par 4 chemins, c'est aussi ma série MCU préférée. La réalisation est largement au-dessus des autres séries, la mise en scène, les décors, les cadrages et la créativité sont tout simplement plus qualitatifs que dans les autres productions. La série introduit un concept qui va être primordial par la suite avec le multiverse, le teasing et l'introduction de Kang et de son histoire, et tout simplement le personnage de Loki qui se révèle encore une fois de plus. Avec un variant de Loki qui va devoir observer les choix de notre Loki et faire un travail d'introspection sur ses choix et ce qu'il veut devenir et ce qu'il est, on a donc un personnage qui renaît de ses cendres. Son duo avec Mobius, j'ai adoré, avec des dialogues vraiment très bons, on ressent une tension de poker menteur constante vraiment bien fichue et c'est un régal à suivre. Le passage avec les Loki est lui aussi très drôle et très bon, et son histoire avec la Loki, Sylvie et leur romance très bien amenée. Puis Miss Minute que j'adore, best mascotte du MCU, remballez vos Groot, voilà.
Seul petit regret, je trouve que Loki n'utilise pas suffisamment ses pouvoirs d'Asgardien, mais vous l'aurez compris, c'est quand même pour moi la meilleure série du MCU, et c'est sans surprise que je la mets dans la catégorie excellent. Premier film de la phase 4 avec Black Widow, et là le constat est simple, on est sur une formule marvelienne des plus classiques, mais assaisonnée avec un peu plus de sérieux qu'à l'accoutumée, ce qui n'est pas pour me déplaire. On a une intro par exemple des plus impactantes sur du trafic d'enfants, et des thèmes beaucoup plus adultes, comme l'endoctrinement, le patriotisme exacerbé, et tout cela sur fond de guerre froide moderne. J'ai aimé sans plus le film. Natasha a un bon développement, même s'il n'est pas révolutionnaire, Yelena est quant à elle une très bonne révélation et sera à terme une bonne héritière à Black Widow. Non, mon gros souci avec ce film, ce sont les effets spéciaux dégueulasses à certains moments, d'une, et de deux, un Taskmaster complètement massacré. Ils ont complètement changé le personnage de A à Z. Seul le costume est resté, et encore, et il est pas fameux non plus. Mais pourquoi avoir choisi Taskmaster dans ce cas? Quel intérêt? Où sont les thématiques du personnage, son origin story, ses capacités? Parce que là, on n'a rien vu d'incroyable dans sa prestation, c'est juste devenu un zombie lobotomisé, esclave du méchant. Le message était sans doute la dénonciation du patriarcat, mais c'est un message déjà porté par Natasha et Melina contre Nekov. Et surtout, pourquoi avoir utilisé Taskmaster pour ça? Gros carton rouge pour moi qui lui coûte sa place de bon pour redescendre à une catégorie pas mal. Journey to face the unknown and ponder the question. What if? What If, c'est la première série animée sur le thème du multiverse. Pour moi, c'est un immense potentiel, mais qui n'a pas été assez exploité. C'est simple, j'aime beaucoup l'idée de base, voir des personnages dans des nouvelles situations et des histoires alternatives, c'est très accrocheur, et ça permet d'explorer de nouvelles choses. Sur le visuel, j'ai beaucoup aimé cet aspect très smooth, mais aussi très impactant. Les personnages ont de la consistance, et c'est super cool. L'épisode sur Doctor Strange, qui est pour moi une classe de maître incontestable, en fait, tous les épisodes auraient dû avoir cette qualité narrative et visuelle. Celui sur les zombies que j'ai adoré, car moi j'adore les zombies, il possède une vraie ambiance, c'est pour moi quelque chose qui m'a particulièrement touché. On a les derniers épisodes sur le Infinity Ultron qui rend enfin hommage au méchant qu'il est dans les comics, à sa dangerosité et à son charisme froid et implacable. Sans compter un vrai combat entre l'antagoniste et tous les héros, chose qu'on aurait dû avoir dans Endgame, qui s'est malheureusement compté pour moi d'une bataille entre armées. Et que dire du combat Gardien contre Ultron, je kiffe l'idée du combat qui traverse cette dimension. Mais c'est malheureusement tout. Tout le reste sent un peu les pattes réchauffées pour la troisième fois cette semaine. Et c'est dommage car la série passe à côté de tout son potentiel et ne l'utilise pas ou juste un peu. Et on est plus sur un ratio des 2/3 de séries inintéressantes, ce qui est fort dommage, ce qui place cette série dans la catégorie aux F tiers. Shang-Chi est la légende des 10 anneaux. Ici, on est de nouveau face à la formule Marvel classique. Bien qu'elle soit correctement exécutée, on reste en face de quelque chose de foncièrement prévisible. On y ajoute simplement l'assaisonnement asiatique et hop, votre film Marvel est prêt à sortir du four pour la table 2. Au-delà de ça, le film commençait bien, avec une vraie ambiance asiatique et des scènes d'arts martiaux vraiment très maîtrisées. Tout le monde se souvient de la scène du bus et ça promettait de belles choses. Mais comme pour WandaVision, la fin retombe dans ses travers de Marvel avec une avalanche d'effets spéciaux pas toujours réussis et un démon des plus banals au possible au lieu d'un duel plus intimiste et percutant autour de la famille. J'aurais volontiers souhaité un duel entre le père, Shang-Chi et sa sœur. J'aurais aimé justement que la sœur soit un peu plus mise en avant qu'à la sidekick relou qu'on pourrait remplacer par un gros cahier avec marqué dessus Cahier des charges Marvel. Je retiendrai le méchant, joué par le royal Tony Leung. Son histoire, bien que classique, est touchante, et réussie et offre les meilleures scènes du film en duo avec son fils. Les 10 anneaux qui sont très bien utilisés avec les chorégraphies, juste dommage qu'ils aient perdu leur faculté individuelle des comics. On a un héros très sympathique et qui possède une vraie part d'ombre, ce qui fait plaisir, et on a malgré tout des beaux moments dans ce film. Encore une fois, son classicisme et le cahier des charges Marvel le rattrapent et lui sera fatal. Ce sera donc un pas mal pour Shang-Chi. Les Éternels, le film qui a les plus mauvaises notes de la phase 4, et pourtant, c'est l'un de mes films préférés de cette phase. Les Éternels transpirent la patte de Chloé Zhao. Le film est magnifiquement bien filmé avec des plans sublimes qui donnent un côté mythologique au personnage. C'est ce qui manque clairement au dernier Thor par exemple. On ressent qu'on parle de choses plus grandes et plus anciennes et ô combien importantes pour l'équilibre de l'univers.
Les plans sont larges et filment des choses gigantesques et grandioses, ce qui donne un sentiment d'épique et fantastique à la hauteur de l'histoire qu'on nous raconte. On suit vraiment des êtres supérieurs en mission céleste et ça se ressent dans la mise en scène. Comme pour les pouvoirs qui sont très bien retranscrits avec beaucoup de diversité. Les célestes sont eux aussi magnifiques et ça fait du bien d'avoir une envergure bien plus importante que seulement la Terre. Ici, on parle de création de systèmes entiers et de la formation de la galaxie. C'est aussi pourquoi j'aime beaucoup les Gardiens et que Captain Marvel m'a déçu. On découvre l'univers entier de Marvel, et pas uniquement ce qui tourne autour de la Terre, ou ce qui se passe à côté dans d'autres dimensions alternatives. Les problématiques, les évolutions et le dilemme auxquels font face nos héros sont aussi très intéressants, et remet en perspective notre importance dans l'univers. Le film prend le temps de développer ces personnages et de les rendre attachants, de voir leurs implications dans l'évolution de la race humaine. Mes préférés sont Gilgamesh et ses grosses patates de forain, Makari avec sa speed force à impact super réussi et qui se différencie d'un Flash ou d'un Quicksilver, Tena et sa grâce guerrière et Ikaris avec son évolution et qui me plaît énormément. La fin et les scènes post-génériques annoncent aussi de très belles choses pour l'avenir, j'ai donc énormément hâte de voir la suite avec les Éternels. Dans les défauts, on a l'inconvénient d'avoir autant de personnages à présenter, et ça se ressent sur le rythme du film un peu plus mou que les autres. Je n'ai pas beaucoup aimé le personnage de Sprite que j'ai trouvé plus tête à claque qu'autre chose. Les déviants, si esthétiquement je les aime bien, font un peu méchant alien générique numéro 172, et sont sous-utilisés, et le chef des déviants montre du potentiel qui finalement n'est pas exploité. Une certaine connerie d'Arishem aussi, de révéler tout le plan des Célestes qui permettent aux Éternels de résoudre la situation, mais ce n'est que peu de choses face à la réussite visuelle et artistique du film qui se démarque clairement du moule de Marvel, et ça fait du bien de voir une réalisatrice exprimer sa part artistique sur un si gros film. C'est donc une catégorie excellente pour moi et qui est bien méritée à mon sens, et Blade, je t'attends de pied ferme. Le film qui a sans l'ombre d'un doute suscité le plus d'émotions durant cette phase 4. Un rêve inespéré qui se réalise à l'écran pour tous les fans de l'homme araignée et une première dans l'histoire du cinéma moderne. Un film qui a fait 2 milliards au box-office égalisant Infinity War et qui a créé le plus d'attentes parmi tous les fans. Je parle bien sûr de Spider-Man No Way Home. Et c'est sans conteste le film le plus contradictoire dans mon ressenti, car si c'est le film que j'ai le plus aimé sans distinction, force est de constater que c'est aussi l'un des plus mauvais. Tant par son scénario qui n'a ni queue ni tête, sa réalisation aussi inexistante que le respect envers Hulk dans le MCU, et sa BO aussi marquante qu'une musique d'ascenseur. Non, tout ce qui lui reste, c'est ce pourquoi on a payé le billet au final, ce sont les personnages. Et si Ned et MJ ne servent pas à grand chose, le Peter Holland a droit à une vraie évolution pertinente, et sa situation à la fin prend vraiment sens étant donné les messages que porte le personnage. Les méchants ont heureusement gardé leur dignité, seul Octopus se fait un peu humilier sur son nom, c'est dommage mais on s'en remettra. Mais le MVP du FC vilain revient au bouffon vert, toujours plus machiavélique et imprévisible, campé par un William Dafoe immortel, et c'est lui qui possède les meilleures scènes du film. Et nos deux autres Peter sont respectés dans leur caractère et la continuité de leurs histoires. On a quelques dialogues sur leur après, et ces derniers ne trahissent en rien l'essence des personnages. Puis voilà quoi, quel plaisir de les voir interagir ensemble, sur le même plan, le même film. C'est là, c'est arrivé, le rêve qui se réalise. Mais, pour un rêve. On est clairement en deçà des attentes en termes de réalisation pour un tel projet. C'est presque insultant, non, ce manque d'inspiration et d'enjeu dans la mise en scène. Je veux dire, on assiste à une première dans le cinéma moderne avec l'un des personnages les plus aimés de la pop culture, un fantasme de fans et de gosses de 10 ans, et tu filmes la scène d'introduction de Spider-Man de la même manière qu'un sketch YouTube, merde! Le combat final, sur des échafaudages, putain! Et zéro scène de balancement avec 3 Spider-Man, bordel! Juste, regardez ce qu'on peut faire avec un peu de mise en scène avec Spider-Man. Alors imaginez avec 3 Spider-Man.
Et là, tu as l'immense honneur de diriger un film avec les 3 Spider-Man les plus populaires et 5 méchants iconiques, et tu n'en fais rien. Même les jeux PS4 te mettent une distance à ce niveau-là. Et je ne parle même pas de Spider-Verse, alors là, c'est le 100-0 sur le thème du multiverse, il n'y a même pas débat. Reste une évolution du personnage de Peter qui fait du bien, et un soft reboot qui augure de meilleurs films pour l'avenir du personnage que cette trilogie Hollande. J'espère de tout mon cœur qu'un arc Venom tiendra la route, mais c'est pas ouf, malgré tout. A défaut d'avoir un film, Hawkeye Avengers de la première heure devra se consoler d'une série. Et malheureusement, c'est une série des plus oubliables. Une réalisation sans éclat et sans moment de folie. Je note quelques scènes sympathiques, comme la course-poursuite de l'épisode 3 et les quelques scènes de combat avec Echo. Le scénario se tient, mais c'est pas des plus intéressants, on va le dire. On a l'intégration du légendaire Wilson Fisk de la série Daredevil, meilleure série Marvel et de loin, et bah le pauvre, il ne s'est clairement pas fait respecter, hein. Se déplacer en personne juste pour soutirer des comptes à un sous-fifre, c'est non. Se faire laver par une Kate seule, ça marche pas non plus. Je veux dire, comment tu veux nous faire croire à la dangerosité et au charisme de ton méchant qui va devoir affronter Spider-Man et Daredevil alors qu'il se fait mettre à terre par une jeune femme désarmée de 20 ans? C'est vraiment le Kate qui a maîtrisé le Punisher, qui a fait un 1v2 contre Daredevil et Bullseye. Daredevil, on a très peur pour toi, hein. Bon, mis ça de côté, la force de la série, c'est clairement la sympathie des personnages. Clint et Kate sont vraiment cool et surtout extrêmement attachants, et Kate sera à mon avis une très bonne héritière de Hawkeye et un très bon membre des Young Avengers, s'ils arrivent bien entendu. Bref, Hawkeye c'est une série sans éclat, avec du déchet, mais avec des personnages fort sympathiques, c'est un Osef tier pour Hawkeye. La série qui m'intriguait le plus avec un héros méconnu, mais ô combien intéressant, Moon Knight. J'ai beaucoup aimé la proposition initiale de la série. Son héros tourmenté, son ambiance sombre et horrifique, la schizophrénie du héros et son style à la Batman, tout ça, ça me faisait rêver. Et son potentiel était bien là. Les 3 premiers épisodes seulement. Parce que mettre le spectateur à la place de Steven est une superbe idée, et jouer ainsi avec la schizophrénie du personnage est génial. Puis après ça, comme pour WandaVision, mais en plus prononcé, on retombe sur une structure classique de Marvel et de ses travers, avec l'expédition, avec la Love Interest, et la version légère de Mark. Ce qui est terrible, car son histoire est tragique et empathique, la naissance de Steve est marquante, et l'épisode 5 sur leur mort est des plus touchantes, porté par un Oscar Isaac incroyable qui s'est révélé dans le rôle. Et malgré une certaine audace dans la forme comme dans le fond, la fin de la série reste des plus prévisibles et sans surprise. Elle est même frustrante car on a des scènes d'action qui nous sont tout simplement supprimées. On ne les voit pas alors que ce sont clairement les parties les plus existantes des combats. Les combats sont sympathiques aussi mais ne vont pas assez loin. Et le parti pris de la schizophrénie est très bien rendu mais seulement dans les 3 premiers épisodes. J'aurais adoré que l'on continue sur cette voie et que l'on se demande tout le temps mais qui a fait quoi? Nous montrer les pièces de l'histoire dans le désordre et assembler tout ça qu'à la fin. Mais il faut rassurer le public, rendre le visionnage confortable, sans prise de tête, donc faut revenir à la sauce Disney. Disney qui impose son filtre de douce violence, raison pour laquelle les combats les plus sanglants sont ellipsés. Ils sont en réalité censurés. Moon Knight, c'est donc un potentiel présent et séduisant, mais pas suffisamment poussé pour être mémorable. Ça rejoint donc le tiers de pas mal. Doctor Strange 2 est l'un des films que j'attendais le plus. Le nouveau Doctor Strange est dirigé par nul autre que Sam Raimi, le père des 3 premiers Spider-Man au cinéma. Et que dire à part que j'ai trouvé le film génial. Quand tu le regardes, comme pour les Eternals, tu vois tout de suite la personnalité du réalisateur. Le film est truffé de la réalisation horrifique de Raimi, et le film regorge de moments créatifs et d'idées de mise en scène inventive. Le passage dans le multiverse, la bataille de musique, le siège de Camartage, le sorcier suprême zombie qui invoque les morts, contrôlé à distance par un Strange depuis une autre dimension en faisant des morts une cape pour voler, c'est incroyable! Puis nous avons des plans que tu ne vois dans aucun autre Marvel, et ce malgré un scénario somme toute classique, mais efficace. America Chavez est cool, elle a le mérite de ne pas être insupportable comme tous les ados de fiction, pas comme Sprite, l'introduction des Illuminati qui fait forcément plaisir entre Black Bolt, Mr. Fantastic et Charles Xavier. Bon, ils sont un peu humiliés et exposés par Wanda alors que ce sont des cadors des comics, mais bon. Et Wanda, parlons-en, une vraie réussite dans sa construction et sa volonté de reconstruire sa famille. Cette motivation fait d'elle un réel danger pour les personnages, tout comme ses pouvoirs. Son évolution tout le long du MCU est vraiment intéressante et suit plein d'étapes différentes. Puis Elizabeth Olsen quoi.
Je le dis sans détour, meilleure héroïne du MCU. Strange a certes trop peu de place pour s'exprimer avec tous ses personnages, mais Raimi parvient à lui donner suffisamment d'éléments pour qu'il parvienne à une évolution intéressante sur la notion de super-héros. Petite, elle est présente. On notera aussi un usage du multiverse finalement un peu timide et peu créatif quand vraiment utilisé. Je veux dire certes, on a des univers stylés, mais le principal univers qu'on visite a des feux rouges et verts inversés. Trop bien. Génial. Malgré ses petits défauts, Doctor Strange 2 est un film que j'ai surkiffé. Il est divertissant, impactant, créatif et intéressant. C'est simple, pour moi ça part direct dans la catégorie excellent. Nouvelle héroïne à rejoindre le MCU avec sa propre série, Kamala Khan alias Miss Marvel. Et malheureusement, je n'ai pas trouvé sa série intéressante. On sent qu'elle a quelque chose à raconter mais ne sait pas construire l'intrigue pour le faire. Toutes les intrigues des différents personnages semblent s'entremêler sans réel lien. La traque de Damage Control, la quête d'identité de Kamala, les méchants très méchants, vraiment très méchants, le passé de l'aïeul de Kamala, tout semble décousu et sans réel fil conducteur. Les antagonistes sont encore une preuve de la fainéantise de Disney. On nous vend des djinns venus d'une autre dimension, et quels sont leurs pouvoirs, leur apparence, leurs particularités? Des humains avec une super force. Waouh, j'adore. Vite, je vais acheter la figurine. Tant qu'on parle de pouvoir, je suis plus que déçu qu'ils aient changé ceux de Miss Marvel juste pour ne pas faire doublon avec Mr. Fantastic. Déçu qu'ils aient aussi changé les origines de Kamala pour en faire une mutante et non une inhumane, alors que la caractéristique musulmane du personnage est bien conservée. Alors pourquoi ne pas avoir gardé les autres aspects du personnage? La conséquence de tout cela, c'est que j'avais un désintérêt total de la série avant même de la commencer. Et finalement, seule l'actrice de Kamala n'est à garder car elle transpire vraiment la sincérité du rôle et est très attachante. J'ai hâte de la voir interagir avec les héros qu'elle idolâtre, mais les péripéties qu'elle subit sont peu intéressantes. Les personnages secondaires sont oubliables, et on en parle de la séquence Maman où j'ai raté l'avion à la fin? Non, parce que contre deux voleurs des rues, je veux bien que ça marche, mais contre une force spéciale d'intervention spécialisée sur les surhumains, putain c'est un peu la honte quoi. Finalement, cette série ne sert à rien à part introduire Kamala Khan et le concept de mutation. Les choses intéressantes commencent et se terminent au dernier épisode. Elle aurait pu être introduite dans un film, comme par hasard The Marvels. C'est donc la catégorie OSEF pour Miss Marvel. Thor Love and Thunder. Premier héros Marvel à bénéficier d'un 4e film au sein du MCU, et il fut ma plus grande déception. J'ai trouvé le film plus que moyen. Thor est désacralisé, et sa mythologie tournée au ridicule, Gore est gâché, où est le boucher des dieux? Il ne tue aucun dieu on-screen, en dehors de celui de l'intro, mais par contre, vous pouvez mettre une scène sur une enceinte avec une blague. Tout est tourné à la blague et à la dérision, plus rien n'est grave et rien n'est pris au sérieux. On ne ressent plus la puissance de Thor, alors que je le rappelle à l'époque, il faisait ça. Il en a perdu toute sa noblesse, son prestige, et maintenant il fait des pancakes à sa fille. Tout enjeu dramatique disparaît, seule persiste Jane, qui devient Mighty Thor, comme dans les comics, et toute la tension dramatique vient d'elle et de son cancer, mais est constamment désamorcée par le ton du film. En fait, ce Thor 4, c'est comme Thor Ragnarok, mais avec que les mauvais côtés de la nouvelle formule. Vraiment, Thor Ragnarok, pour moi, c'est un ovni, parce que c'est le moins thoresque des Thor, mais en même temps, c'est le plus réussi. Quoi qu'il en soit, je n'aime pas la direction prise pour ce Thor, qui devient un bouffon alors que le Thor de Infinity War était parfait, empli de noblesse et d'aspiration guerrière, et devant honorer son titre de dieu, tout en gardant une légèreté humoristique due au décalage avec les autres personnages, ce qui ne dénature pas le personnage en lui-même. Mais non, je suppose que pour Disney, c'est mieux d'en faire un rigolo nerfé qui ne prend rien au sérieux. Certains vont aimer ce choix, mais je trouve que cela nuit au personnage de Thor, qui n'est pas fait pour être un smiley-musclor. Ce qui aurait fait pour le coup un très bon film au passage. La seule scène que je sauve du film, c'est le combat sur la planète de Gore, qui est très dynamique et intéressant d'un point de vue visuel, mais c'est tout. Mighty Thor est très respecté, c'est cool, mais pareil, c'est tout quoi. Ce film a 2-3 trucs sympas, mais il oscille entre le générique et la bouffonnerie. C'est donc pour moi une catégorie mauvais. Reviens quand tu auras retrouvé ton charisme et ta prestance, et là on discute. Thor a été saccagé? Eh bien, attendez de voir Hulk.
Thor est devenu Musclor, alors Hulk est devenu Shrek. Et avec cette série, retour sur Fiona. She-Hulk. Comme vous vous en doutez, c'est pour moi la pire production Marvel de cette phase 4. C'est simple, il n'y a rien à sauver. La série n'est pas drôle, elle n'est pas divertissante, pas intéressante, les affaires juridiques sont nulles et possède une réalisation à chier. L'intrigue est inexistante, il n'y a aucun fil rouge, et la série elle-même dit qu'elle n'est qu'une merde. Aucune scène d'action un tant soit peu divertissante en dehors du premier épisode, aucun personnage n'est empathique ou attachant. Allez, Putain, j'ai envie de sauver personne en fait. Bon allez, Daredevil, qui, bien qu'il fasse des blagues, reste un bon Daredevil, et surtout le Daredevil de Netflix. Bon, il a fallu qu'il le ridiculise au dernier épisode, mais on va mettre ça sur le compte de chez Hulk. On va quand même prier encore une fois pour lui et sa série. Puis, pour terminer les mauvais points, on a le message féministe complètement à l'ouest du personnage. Pour la série, les hommes sont des connards pistonnés, et les femmes des victimes de misogynie qui bossent 10 fois plus. Alors le message peut s'entendre, mais en l'occurrence, le message de She-Hulk n'a rien à voir avec ça. Pour la faire courte, c'est d'assumer d'être la femme que vous voulez être et non celle que la société attend de vous. She-Hulk, c'est l'expression de l'idéal féminin de Jennifer Walters uniquement, un idéal qui brise les attentes de la féminité, comme elle brise le 4e mur. Autrement dit, soyez comme vous voulez être mesdames. Et à côté de ça, on a Hulk et son lore qui se font encore plus se malmener en la présence de l'abomination et de son fils Scar, le fils de Hulk, pas de l'abomination. Et putain de merde, encore un personnage sérieux et charismatique qui se transforme en blague. Je veux dire, on a vraiment un ado qui boude invité au repas familial. Sérieusement, comment tu peux te dire qu'adapter ça en ça, c'est une bonne chose? À ce compte-là, go faire un film My Little Pony qui ressemble à ça en mode Seigneur des Anneaux et en avant Guingamp. Puis bon, en plus de n'avoir aucun rapport avec son personnage dans les comics, Marvel vient de s'asseoir sur les meilleures histoires avec Hulk. Bon après, il y a toujours moyen, ne soyons pas défaitistes, mais soyons aussi réalistes, ce sera de la merde avec de tels ingrédients. Cette série n'est clairement pas intéressante, Jennifer est des plus antipathiques, alors que ça devrait être tout le contraire. Toute la série respire la fainéantise, le manque de budget et le remplissage de Disney+. Et pour le pire ou le meilleur, c'est que la série assume ce statut complètement avec le dernier épisode. Donc ça s'assume d'être une merde, alors hop, ça rejoint le fond, des chiottes pour ma part. Wakanda Forever, dernier film et conclusion de la phase 4 et ayant la lourde tâche d'honorer la mémoire du défunt Chadwick Boseman. Ce film a donc 2 niveaux de lecture, celui du film et celui de l'hommage. Pour le film, de mon point de vue, il se tient et il est très solide. Je l'ai bien apprécié, il a certains défauts mais je trouve qu'on passe un bon moment. On va un peu plus loin que la formule habituelle avec un ton plus sérieux et qui fait du bien au film. En effet, on n'a pas une avalanche de blagues qui désamorce les scènes sérieuses, et l'escalade progressive de tension entre la cité de Talokan et le Wakanda est un bon fil rouge et rend le visionnage intéressant car il monte en tension. D'ailleurs, j'ai absolument pas vu les 2h40 du film passé, et la direction artistique est toujours aussi réussie concernant le Wakanda et ses costumes. La cité de Talokan est pas mal aussi, mais finalement elle n'est pas assez exploitée. Je trouve qu'on n'y passe pas assez de temps, et quand c'est le cas, c'est dans une grotte humide sans intérêt. Sinon, j'ai beaucoup aimé Namor, son lifting sud-américain rend bien, et ses petites ailes sont toutes choupies. Bon, ça fait aucun sens niveau anatomie, mais moi j'aime bien. Bon, cependant, faut se l'avouer qu'il est un peu con à vouloir exterminer tout le monde sans réel casus belli, et qu'il aurait pu le faire plus tôt s'il l'avait vraiment voulu. Mais j'espère qu'il sera à l'avenir plus diplomate et calculateur, et c'est justement ce que nous promet sa dernière scène, donc pourquoi pas, Namor c'est validé. Et chose ironique, mais dans ce film, j'ai bien apprécié tous les personnages secondaires, mais pas l'héroïne principale en la personne de Shuri, que je trouve dénuée de charisme et de prestance pour porter le film, ainsi que le costume de Black Panther. Bien que ce soit comics accurate, j'aurais à la place 100 fois préféré Ramonda que je trouve beaucoup plus charismatique et intéressante. Et là, l'envergure d'une reine, l'hommage quant à lui est plutôt réussi et assez sobre, bien qu'ils auraient pu lui donner plus d'importance au sein du scénario. Je trouve qu'ils ont bien dosé, ce que je regrette c'est que le climax manque clairement d'enjeu et de grandiose. On se retrouve avec un bateau et 200 pégus dessus, contre 300 pégus bleus qui nagent et 3 baleines. Je veux dire, les deux soi-disant plus grandes nations du monde font un peu pitié de ce point de vue-là. Je veux dire, même la Belgique, elle vous met à l'amende les gars. Rien que dans le premier Thor, on avait des batailles beaucoup plus impressionnantes que ça, et c'était dans des flashbacks. On a aussi le personnage de Riri Williams, qui clairement aurait pu être un autre scientifique, dont elle n'apporte pas grand-chose à l'intrigue. Néanmoins, je trouve le personnage réussi, mais j'aurais aimé la découvrir, elle et ses armures, dans sa future série. Et c'est quoi ces textures Power Rangeresques sur ces armures-là? On est revenu en 2002? En résumé, Wakanda Forever, c'est un film avec des défauts, mais que j'ai bien aimé, avec un beau rythme, une bonne ambiance, une idée à travailler, et qui augure un bon Namor pour la suite du MCU. Voici donc ma tier list des projets de la phase 4,
qui montre une phase des plus bancales. Pour conclure, je retiendrai 3 choses de cette nouvelle phase. La première est bien sûr l'arrivée des séries canoniques. Bouleversant le rythme des programmes, la consommation de Marvel est désormais liée au petit écran et la quantité de production à voir pour suivre la nouvelle ligne directrice de Marvel. Les séries ont montré à la fois le meilleur comme le pire de ce qu'ils pouvaient produire, mais à l'heure actuelle, cela a plus desservi la phase qu'autre chose. Le MCU n'étant plus vraiment un univers connecté par une ligne directrice, mais plutôt un univers morcelé en plein de petites pièces qui n'ont pas forcément de rapport entre elles. Une ligne directrice qui est justement mon second point. Le multiverse est le nouvel enjeu de cette phase et même de cette saga. Cependant, on constate qu'on n'est encore qu'au teasing et que la majorité de cette phase a servi d'introduction à de nouveaux héros. En ce sens, en dehors de Loki, The Eternals et de Doctor Strange, on pourrait se dire que cette phase est complètement dispensable pour la grande histoire du MCU. Elle possède en ce sens les mêmes tares que la phase 2 qui préparait le terrain de la phase 3. En somme, une phase de transition. Enfin, pour le dernier point, et c'est quelque chose de très positif pour la suite, Marvel semble laisser davantage de liberté aux réalisateurs. Cela se traduit par des films beaucoup plus personnels et bien plus riches et intéressants d'un point de vue artistique. On a le grandiose et le mythos de Chloé Zhao avec Les Éternels, l'horreur et la folie de Raimi avec Doctor Strange 2, le délire pop et le burlesque de Waititi avec Thor 4, de même que pour les genres de séries, puisqu'on passe de la structure sitcom de WandaVision à l'aventure urbaine de Noël avec Hawkeye, jusqu'au voyage dimensionnel de Loki, en passant par la schizophrénie de The Moon Knight. Visuellement, le MCU tente aussi de nouvelles choses, avec WandaVision, Loki, Moon Knight, etc. Bien que scénaristiquement nous restions dans l'état habituel de Marvel, cela laisse présager de belles choses pour l'avenir de cette saga du multiverse, qui, je l'espère, sera à nous faire vibrer. Une phase bancale, morcelée et de transition, mais qui apporte avec elle une plus-value artistique et visuelle avec quelques pépites. Voilà mon bilan pour cette phase 4 de Marvel. Merci à tous de m'avoir écouté. Je vous dis au revoir et à la prochaine vidéo qui sera encore une fois sur Marvel. Je vous dis à la prochaine. Ciao!